l'ouvrage, le pont que j'ai réalisé, il ne sera pas fonctionnel si je ne vais pas procéder à son équipement. D'accord? Ou la procéder ou la réaliser l'équipementière. Donc, d'une part, d'assurer sa fonction. La fonction de l'ouvrage, sans équipement, ne peut pas fonctionner. Notamment vis-à-vis des usagers, des gens qui l'utilisent, que ce soit les automobilistes, que ce soit les piétons, les photophocus, afin d'assurer, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, la durabilité de l'ouvrage, c'est-à-dire la pérennité de l'ouvrage. Il va durer dans le temps. Donc, je viens de vous citer cet équipement. Donc, au risque de le répéter encore une fois, c'est quoi l'équipement dépend? C'est tout ce qui est les appareils d'appui, les revêtements à l'établi, les trottoirs, les dispositifs de retenue, c'est-à-dire les glissières de sécurité, le garde-corps, ainsi de suite, les joints de chaussée, les systèmes d'évacuation des eaux, les gargouilles d'évacuation, les corniches, les dalles de transition, aucun d'autres équipements comme l'éclairage, la signalisation, les écrans acoustiques ou là, les dispositifs de visite. Donc, on va les appeler équipements d'import. Et chaque équipement a sa fonction, a son rôle, a sa propre spécificité pour le calcul, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'un ingénieur d'ouvrage d'art va d'abord, si vous voulez, calculer l'ouvrage lui-même, fondation, appui, tablier, surcharge, ainsi de suite. Ben ça, il doit calculer aussi une autre partie, c'est les équipements, parce qu'ils sont calculés, on ne va pas les poser comme ça. Donc, toujours dans mon introduction, ces équipements sont trop souvent considérés comme accessoires, c'est-à-dire résiadents, en plus. Mais ce n'est pas vrai. Ces équipements remplissent un certain nombre de fonctions qui sont, je dirais, nécessaires à mon ouvrage. Par exemple, la sécurité. Bien sûr, quand je vais faire des trottoirs, c'est beaucoup plus à titre sécuritaire pour les piétons. D'accord? Quand je vais faire des grilles ou là, je vais faire des garde-corps, c'est beaucoup plus un dispositif de retenue, de sécurité. Ils ont aussi pour fonction la protection et la maintenance des éléments structurels, par exemple le tablier, les poutres. Donc si je vais faire l'équipement, l'étanchéité ou l'évacuation des eaux de pluie, ou l'impéré pour protéger, ou là, c'est dans le rôle de la protection et de la maintenance. La fonction aussi, c'est le bon fonctionnement de ma structure d'ouvrage. Par exemple, les appareils d'appui ou le joint de chaussée. C'est pour le bon fonctionnement de la structure. Sa fonction, c'est aussi le confort de la chaussée. Dans le cas où je vais faire ma dalle de transition, où il y a toujours mon joint de chaussée, dans le cadre du confort de la chaussée. Parce que quand même, dans un ouvrage, il faut qu'il y ait au moins un minimum de confort. Je parle de confort pour les automobilistes, bien sûr, qui vont passer sur ce pont. L'esthétique, c'est aussi quelque chose d'assez important. Vous allez voir après que la corniche, par exemple, elle n'a presque aucun rôle, mais elle a un rôle esthétique. Elle va cacher et elle va rendre l'ouvrage plus agréable, plus beau. Et donc, une autre fonction, c'est la possibilité de visite et d'entretien du pont. Par exemple, les échelles, par exemple, les portes, les passerelles. C'est dans des grands ouvrages. Il y a des grands ouvrages. Mais il y a des grands ouvrages, comme l'ouvrage en France, l'ouvrage le pont de Millau. C'est un ouvrage, tellement c'est un chef-d'œuvre, que des visites. Il y a des gens qui viennent visiter. Et donc, dans la visite, on peut même rentrer dans les appuis. Les piles, elles sont très hautes, des échelles, des portes, ainsi de suite, des passerelles pour passer visiter cet ouvrage. Donc, vous voyez que la fonction de ces équipements est quelque chose quand même qui n'est pas, je veux dire, plusieurs fonctions, pas une seule fonction. C'est la sécurité, c'est la maintenance, la protection, c'est le bon fonctionnement de la structure, c'est le confort de la chaussée, c'est l'esthétique, et ainsi de suite. Donc, les équipements Hadoop peuvent subir une usure soit accidentelle ou normale. Accidentelle, c'est parce qu'il y a eu un choc ou une surcharge, ou la normale, ne serait-ce que la corrosion, par exemple.
C'est pourquoi ils sont souvent l'objet d'un entretien ou même d'un remplacement. Donc, ces équipements peuvent être remplacés. Si jamais il y a un véhicule qui va percuter au niveau d'un pan, par exemple les glissières de sécurité, donc il faut que demain ou le jour même, il faut qu'il soit remplacé. Ça rentre dans le cadre de l'entretien. D'accord? Et par conséquent, ils doivent être conçus de manière à pouvoir les réparer ou les changer facilement. Ça veut dire que l'ingénieur, quand il va faire la conception, au début que ces équipements peuvent être remplacés. Donc il ne va pas les mettre d'une façon définitive. Il faut que ça soit très pratique pour les enlever. Et là, je pense souvent aux appareils d'appui. Les appareils d'appui dans un pont, si le pont a une certaine durée de vie, donc les appareils d'appui, ils ont une certaine durée de vie. Donc on doit les changer. Quand on doit les changer, il faut penser justement. Parce que ce n'est pas facile de changer les appareils d'appui. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. La question que je vous pose, si je veux changer les appareils d'appui, d'après vous, comment je vais faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse me répondre, s'il vous plaît? Dans un pont, imaginez que je veux changer les appareils d'appui. Fesdo, Aya ou ainsi de suite. Ils sont usés, je veux les changer. D'après vous, comment je vais faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse me répondre? Normalement, il y a un engin qui va soulever cette partie de pont. Et on remplace l'appareil d'appui. Qui va soulever le pont complet. On va soulever le tablier. On doit soulever le tablier. Puis on va utiliser Avec des Ça, criques. comment on va soulever le tablier? Le tablier, à la base, le tablier, كاين les poutres ou ainsi de suite, ou le tablier من الفوق et tout. Donc comment on va soulever le tablier? Parce que les appareils d'appui, je connais les reposer, il faut que les appareils d'appui en premier. Je connais les reposer. Qu'est-ce qui repose sur les appareils d'appui? La poutre. La poutre. Donc il faut soulever la poutre. Donc c'est pour cela que ce sommier, généralement, on laisse des dés, on appelle ça des dés, où on doit poser des vérins et on doit soulever le tablier. D'accord? On doit soulever les poutres. Des fois, on est obligé même de casser la dalle du tablier pour soulever les poutres. On a la dalle du tablier. C'est-à-dire pour soulever les poutres, pour changer les appareils d'appui. Donc, ce n'est pas facile. Il faudra toujours penser à ce que ces appareils d'appui doivent être changés à un certain moment. D'accord? Donc, ce n'est pas évident. Pour l'ingénieur, il doit penser à tout ça. Très bien. Donc, je vais commencer ces équipements par les appareils d'appui. Donc, le tablier repose sur les appuis plutôt. Quand je dis les appuis, je parle de piles et des culées. Les piles, c'est les appuis intermédiaires et la culée, c'est les appuis extrêmes. Donc, à travers les appareils d'appui qui lui transmettent les efforts verticaux et horizontaux. Quand je parle d'efforts verticaux, je parle d'efforts normaux qui proviennent des efforts verticaux comme le poids propre ou la surcharge. Et quand je parle d'efforts horizontaux, je parle beaucoup plus des efforts de freinage ou là de dilatation. D'accord? Ou là de rotation même aux appuis. Donc ces appareils d'appui jouent un rôle structural assez important. Structural, c'est le rôle de la structure de mon ouvrage. Donc de nos jours actuellement, certains ne les considèrent plus comme un équipement. Justement, les appareils d'appui, quelques ingénieurs ou quelques experts, non. Les appareils d'appui, l'équipement. C'est des éléments structurels, c'est exactement comme les appuis ou comme les poutres, ainsi de suite. Donc, ils les considèrent presque comme des fondations. Donc, le dimensionnement justement de ces appareils d'appui nécessite une étude assez complexe. Il y a toute une méthode de calcul d'appareils d'appui. D'accord? Puisqu'ils sont souvent associés aux appuis aux fondations. Donc, il y a vraiment une méthode comment calculer les différentes charges horizontales, verticales et dues au freinage, ainsi de suite. Comment calculer, dimensionner. On bat, qui
la charge, la contrainte, si vous voulez, admissible, on va passer à un catalogue qui va nous donner les différentes dimensions A fois B de ces appareils d'appui. On doit choisir une dimension, bien sûr, qui est inférieure à la contrainte admissible. Bien sûr, on doit choisir des dimensions qui sont sur le marché algérien. Donc, c'est une méthode simple, ça, il suffit de choisir le bon élément. Donc, ce type d'appareil d'appui le plus employé en Algérie, c'est ce qu'on appelle l'élastomère, le millefeuille, ou encore le néoprène. Donc, c'est une sorte de polymère de couleur noire. L'appareil est frété par des tôles d'acier incorporées dans l'élastomère. C'est-à-dire, l'élastomère, c'est un néoprène, d'accord? C'est comme le caoutchouc, d'accord? Où il est frété, c'est-à-dire au milieu, il y a des frettes en acier. Donc, il est dimensionné. Il a une largeur, ou une longueur, ou une hauteur. Plutôt une épaisseur. D'accord? Une longueur, une largeur, une épaisseur. Donc, quand on le catalogue, on va trouver plusieurs types d'élastomères avec plusieurs largeurs, longueurs et épaisseurs. En fonction de nos calculs, on trouve une contrainte et on va voir la contrainte qui est inférieure à la contrainte admissible, c'est l'élastomère. Donc, voilà un autre exemple d'appareil d'appui en élastomère frété. Pour ça, il y a plusieurs types d'appareils d'appui. Il y en a énormément. En Algérie, on utilise beaucoup plus ce type d'appareil d'appui, les pantalons. Maintenant, je vais passer au deuxième revêtement, au deuxième équipement. Il s'agit des revêtements d'établiers. Revêtements d'établiers. Généralement, j'ai travaillé dans les ouvrages d'art. Quand je parle de revêtement, c'est beaucoup plus, je parle, si vous voulez, d'étanchéité. Les ouvrages d'art, on a toujours quelqu'un, un sous-traitant, qui est spécialiste en étanchéité. Une fois qu'on termine l'ouvrage, on appelle ce sous-traitant pour faire justement le revêtement du tablier. Donc ce revêtement, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend une couche d'étanchéité et une couche de roulement. La couche d'étanchéité, l'oula, ou la couche de roulement, zawja. Donc c'est l'un des équipements les plus coûteux. L'étanchéité est quelque chose qui coûte très cher. Elle coûte des fois jusqu'à 4% du coût total. Donc son rôle, c'est la protection de la structure. C'est la résistance et l'antidérapage. Généralement, ce revêtement, il est à peu près de 10 cm. Donc, le rôle de c'est la pérennité du tablier. Parce que le tablier, il est exposé aux eaux de pluie, il est exposé, si vous voulez, à la pollution, les voitures, zét, ainsi de suite, les huiles, ainsi de suite. Donc, c'est surtout les eaux. Donc, les eaux vont sûrement s'infiltrer dans le tablier, dans la partie béton. Ils vont attaquer l'armature et ça va provoquer des dégâts sur mon tablier. Donc pour la pérennité, je dois faire sur le béton une couche d'étanchéité, il faut que la couche d'étanchéité, une couche de roulement, pour éviter vraiment l'infiltration des eaux. Donc l'étanchéité, on commence par l'étanchéité. Donc le béton même comprimé n'est pas bien étanche. Le béton n'est jamais très bien étanche. Il y a toujours des infiltrations d'eau. Donc, il existe des pores où là, les ségrégations, où là, les nids de cailloux, les reprises de bétonnage, c'est-à-dire qu'ils nous collent une dalle, on a un poteau, on a un certain moment, on reprend le bétonnage. C'est une reprise de bétonnage. Généralement, il faut dire que la partie, il y a infiltration. Il y a infiltration. C'est pour cela que dans les ouvrages hydrauliques, les réservoirs, ou là, les parois, ou là, les quais, ou là, on fait des joints. À reprise de bétonnage, on fait des joints. Donc, il existe plusieurs types d'étanchéité. Comme l'étanchéité, par exemple, les chapes épaisses de 3 cm à peu près à base d'asphalte. Elle est coulée à chaud, en bicouche, à très haute température, plus de 200 degrés. Quand les chapes minces, 0,2 à 0,3 cm à base de résine synthétique. Ou quand les chapes en feuilles préfabriquées. Là, on l'utilise beaucoup. C'est des feuilles qu'on achète de 3 cm et on la chauffe et on l'étale. Donc là, vous avez des photos. Ils sont en train de faire une étanchéité à un ouvrage d'art, la dalle.
Ils sont en train de faire des feuilles. Donc, on fait du bitume. Ensuite, on fait des feuilles. Donc, les rouleaux, les géos, la chape d'étanchéité. Ils jouent des rouleaux comme ça et on utilise ils sont stockés pour les utiliser justement pour les ouvrages. Maintenant, sur la chape d'étanchéité, on fait la couche de roulement. La couche de roulement qui doit présenter un banc qui est antidérapant, d'accord? Donc, la couche de roulement maintenant est constituée par un tapis d'enrobé bitumineux, c'est-à-dire un béton bitumineux à peu près une épaisseur de 7 à 8 cm. La couche de roulement présente un problème de perméabilité à l'eau. L'eau peut stagner entre la couche de roulement et la chape d'étanchéité. Donc, l'enrobé risque de subir un désenrobage. Donc, pour éviter ce problème, il faut procéder à des dispositions constructives telles que la pente. Ça veut dire quand on va réaliser mon ouvrage, la dalle de l'ouvrage TE, il ne faut pas qu'elle soit plate. Il faut toujours qu'il y ait une pente pour que les eaux de ruissellement puissent avoir une pente pour descendre. Donc, soit en chapeau, si on est en alignement droit, soit si on est en courbe avec un dévers. D'accord? Pour que les eaux de ruissellement puissent être évacuées. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Comme tu sais, comme l'écran est partagé et tout? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va passer à un troisième équipement qui est le trottoir. Vous savez tous que chaque ouvrage dispose de trottoirs. Un trottoir a pour rôle de protéger d'abord les piétons contre la circulation automobile, parce qu'on est dans un pont. Justement, quand on est sur le pont, la chaussée on va dire, elle va se rétrécir. Généralement, nous avons une grande chaussée qui dit au niveau du pont, la chaussée se rétrécit. Donc, si on est en zone urbaine, obligatoirement, il y a des gens qui vont passer sur ce pont, des piétons. Donc, pour protéger ces piétons, on est obligé de faire des trottoirs. D'une part, pour les protéger, d'autre part, pour protéger aussi les véhicules, pour ne pas perdre la route, si vous voulez, et percuter les garde-corps. Généralement, nous avons des trottoirs, généralement à 80 cm de largeur. Des fois, le maître de l'ouvrage nous impose des dimensions de 1 mètre. À l'audier, on a 80 cm, c'est peu pour moi, faites-moi 1,20 m. On a eu affaire à des DTP, les directions de travaux publics, où ils ont exigé 1,20 m de trottoir. D'accord? 1,20 m de trottoir. Mais généralement, c'est des trottoirs de 80 cm. Donc, nous avons deux types de trottoirs. Nous avons soit des trottoirs sur caniveau, soit des trottoirs pleins. Soit des trottoirs sur caniveau, soit des trottoirs pleins. Les trottoirs sur caniveau sont les plus utiles. En plus de leur légèreté, ils permettent une disposition de canalisation ou de câbles dans leur caniveau. Donc, généralement, c'est des trottoirs où, à l'intérieur du trottoir, ils sont vides, à l'intérieur un caniveau où on fait passer des câbles. Parce que, avec l'ouvrage, des fois, on est obligé de faire passer des câbles d'électricité ou une fibre optique ou des conduites, je ne sais pas quel type de conduite. D'accord? Donc, on utilise ces trottoirs sur caniveau. Ce type de trottoir comprend plusieurs parties. La première, c'est une bordure de trottoir. Généralement, elle est en béton préfabriqué, مخدومة من l'usine جيبوها directement. Elle est normalisée, elle a à peu près une hauteur de 20 cm à 30 cm, généralement 20 cm. Donc, elle est posée sur un bain de mortier au-dessous de la chape d'étanchéité. Je vais vous montrer une figure. Il y a une contre-bordure. Donc, il y a une bordure ou une contre-bordure qui est coulée sur place, dont le ferraillage est lié à celui de la structure. Le rôle de la contre-bordure est de buter la bordure de trottoir. Un caniveau couvert par des dallettes minces en béton armé, c'est-à-dire le caniveau, il est ouvert من الفوق, ça a une dallette mince, de 5 cm, on va fermer le caniveau, le trottoir par cette dallette, on va mettre une mince couche de revêtement bitumineux.
Donc le caniveau est englobé par une étanchéité sans protection. Dans son intérieur, il permet, justement, comme je viens de le dire, le passage de différentes canalisations. On va qu'il y a une contre-corniche qui ressemble à la contre-bordure, elle est coulée sur place. On va qu'il y a une corniche préfabriquée, souvent préfabriquée. Des fois, on peut la couler sur place, posée sur un bain de mortier. Donc, je reprends ce que je viens de dire maintenant. Nous avons, voici le trottoir sur caniveau. C'est le caniveau, ici. Il est fermé par une dalette de 5 cm mille fois. Nous avons maintenant le bain de mortier. Le bain de mortier, la contre-bordure. Maintenant, nous avons la couche de roulement, la chape d'étanchéité. D'accord? Maintenant, on fait passer la tuyauterie. Maintenant, nous avons un garde-corps. Maintenant, nous avons une corniche. Maintenant, les trottoirs pleins. C'est presque comme Hadouk. Ça, ils sont pleins. Mais quand j'ai dit que la dalette limbellaoul, d'accord, on va les fermer directement. Donc, lorsque les canalisations dans les trottoirs sont inexistantes, ou là, on ne doit pas accéder à ces canalisations, on n'est pas obligé d'accéder à ces canalisations, on peut remplir le trottoir de gros béton ou de sable stabilisé au ciment. Dans ce cas, la contre-bordure et la contre-corniche ne sont pas nécessaires. Donc, il est conçu avec des fourreaux. Des fourreaux, c'est des gaines. Des gaines, ils entrent avec le trottoir, avec du sable et une couche de béton. Donc, ces fourreaux sont nécessaires aussi pour faire passer tous les câbles. Donc là, vous avez un autre trottoir. Voici le trottoir. Au lieu d'avoir une dalette, on fait une couche, on fait du sable et on fait une couche de béton, directement. Là, vous avez une corniche, directement, la corniche là-haut. Et là, vous avez une bordure de trottoir, directement. Donc, la bordure maintenant, la corniche maintenant. Il faut que la corniche, il le garde-corps. Parce que la corniche, elle a une armature là, pour souder ou là, pour ancrer ce garde-corps. Donc, ça, c'est un trottoir plein. Là, c'est quelqu'un, un ouvrier qui est en train de réaliser un trottoir plein. Donc, vous voyez les fourreaux, non? On va les câbles. Donc, on fait une couche de sable. On va le béton, tout simplement. Nous avons la contre-corniche ici, la glissière. Nous avons la bordure de trottoir qui est là, tout simplement. C'est très simple. Donc, j'ai terminé avec cet équipement. Je passe à un autre équipement qui sont les dispositifs de retenue, c'est-à-dire les garde-corps. Donc, ça dépend du pont. Qu'est-ce qui fait passer? S'il est sur une route nationale, ou il est un chemin de wilaya, ou il est sur un chemin communal, ou il est sur une autoroute à grande vitesse, ça dépend le type de vitesse, le type de véhicule qui passe. Est-ce qu'il y a des camions, il y a des poids lourds qui passent, ou là que des voitures légères, ainsi de suite. Donc, soit on fait des garde-corps, soit on fait des glissières de sécurité, soit on fait des barrières. Donc, ce sont des équipements, d'où les dispositifs de retenue, qui sont destinés à retenir d'abord les piétons ou des véhicules en perdition, c'est-à-dire qui vont perdre la route. Mais quand un dispositif de retenue entièrement polyvalent, c'est-à-dire un type qui est utilisé partout. Non, j'ai dit que ça dépend de l'ingénieur. S'il y a des poids lourds, s'il y a des voitures légères, est-ce que c'est une autoroute? Est-ce que c'est une route communale qui a des petites voitures qui passent, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser en premier lieu les garde-corps. Les garde-corps, comme vous les voyez, la plupart de nos ponts. En plus de leur effet esthétique, le rôle des garde-corps est de retenir d'abord les piétons. Donc, il retient les piétons, une hauteur minimum de 1,20 m. D'accord? Donc, la hauteur minimale est exigée sur le règlement à savoir. Donc, nous avons une hauteur minimum. On prend soit 1,20 m, soit 0,95 m plus 0,05 h. H, c'est la hauteur du trottoir.
plus une revanche de 0,05. Généralement, l'ingénieur prend directement 1,20 m. Comme les garde-corps تاعنا فيهم 1,20 m à peu près, les 1,20 m vont protéger directement un être humain. Ça, c'est les garde-corps. Donc, voici un type de garde-corps que je vous transmets ici, la figure là, la photo. C'est un type. Il y en a des centaines de types de garde-corps. Si on ne fait pas de garde-corps, on peut faire des glissières. Donc, les glissières, il y a des glissières qui sont rigides, il y en a d'autres qui sont souples. Les rigides sont plus esthétiques, mais elles sont plus agressives aux roues, parce qu'elles sont rigides. Par conséquent, les rigides sont employés dans les milieux urbains, c'est-à-dire là où il y a de l'urbanisme, au centre-ville, où les véhicules légers et de vitesse inférieure à 60 km. D'où les rigides. Les glissières métalliques souples sont les plus employées. Donc, le rôle d'une glissière souple est de permettre un retour de véhicule sur la chaussée sous un angle faible et à une vitesse modérée. Donc, lorsque la voiture elle va percuter la glissière souple, c'est-à-dire l'autre, elle est rigide, elle est plus dangereuse. Donc, voici un type de glissière. Je suppose que vous les avez tous vus. Voilà. C'est une figure, je vais dire, techniquement, c'est ça. D'accord? Nous avons un support. Nous avons un support et nous avons la glissière, les remachia en long. Remachia en long. J'ai une forme où la voiture va s'encastrer, elle va amortir le choc si vous voulez. Donc là, nous avons des glissières qui sont posées. Donc nous avons monté le support, on va la fixer le support. Elles sont déjà fixées. Donc c'est une glissière métallique en cours d'exécution. J'ai terminé avec il y a les barrières aussi, j'ai oublié, il y a des barrières. Elles sont classées en deux catégories, aussi les barrières légères et les barrières lourdes. Généralement, on les fait lorsque nous sommes sur un ouvrage qui passe sur une autoroute où la hauteur est vraiment trop importante, où nous avons des vitesses importantes, nous avons des poids lourds, ainsi de suite. Donc, c'est des barrières qui sont, je vais dire, beaucoup plus solides que les garde-corps ou les glissières de sécurité. Nous avons un type de barrière, voici. Donc, j'ai dit qu'il y avait plusieurs, elles sont normalisées. Hein, ces barrières sont normalisées, qu'il y a la BN4 ou qu'il y a d'autres types. Nous avons le joint de chaussée, un autre équipement. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une panoplie d'équipements. Le joint de chaussée. Donc, un tablier, vous savez tous qu'il va subir des variations longitudinales dues à la variation de la température. Donc, il y a du chaud et il y a du froid. Donc, la température peut aller jusqu'à 50-60 degrés, peut descendre dans des pays jusqu'à moins 40 degrés. Actuellement, au Canada, il est moins 40 degrés. Donc, imaginez un tablier, c'est sûr qu'il va subir des variations longitudinales au déplacement ou là à la déformation sur les charges d'exploitation. Donc, le tablier qui est posé sur les appareils d'appui, il est librement dilatable à travers un jeu aménagé pour cet effet. Ce jeu est ensuite couvert par un joint de chaussée. Donc, il y a le joint, par un joint de chaussée, dont le rôle est d'abord le confort et la sécurité des véhicules. Quand il faut un ouvrage, il faut à une vitesse assez importante, ou tu حس بهذاك الدرديز هذاك تحس بهذاك l'inconfort, l'auto ça veut dire que le joint a été mal fait. Ça veut dire que le joint, le rôle n'est pas assuré. Le rôle c'est d'assurer la continuité de la chaussée. Donc la continuité n'est pas assurée à cause de ce joint qui est mal fait ou là qui est usé, il s'est usé ou là il a été mal placé. Donc l'usager du véhicule, en principe, il ne va pas sentir qu'il passe sur un ouvrage. Maintenant, s'il passe sur l'ouvrage avec cet inconfort, donc il va sentir un espace vide qui va séparer les deux parties, la partie de l'ouvrage de la partie de la route. Donc c'est ça d'abord le rôle du joint de chaussée. Donc pour remplir ce rôle qui est esthétique et confort et sécurité, le joint doit présenter quelques qualités. La première, c'est d'abord assurer la continuité.
entre la surface de roulance et l'ouvrage. Donc, il ne faut pas qu'on ait ce choc ou ce rebond. Deuxièmement, ما نسمعوش هذاك الحساب l'auto تاعنا تتكلم هكذا. Donc, il faut que ça soit vraiment silencieux. Tu passes avec ta voiture, tu ne sens absolument rien. Ça, c'est un véritable joint de chaussée. Et le troisième rôle, c'est qu'il doit être étanche. Il ne doit pas laisser l'infiltration des eaux de pluie qui vont rentrer dans ce joint de chaussée. Donc, là, nous avons énormément, pour les gens qui s'intéressent, nous avons énormément de types de joints. Là, le joint, un type de joint en peigne. D'accord? Donc, là, les joints de chaussée, on a une technique pour être placés, qu'il y a des joints spécifiques pour les ouvrages routiers, qu'il y a des joints spécifiques pour les ouvrages métalliques, qu'il y a des joints spécifiques pour les ouvrages ferroviaires, ainsi de suite. Donc, on a maintenant je vais détail parce que c'est un autre cours, cours complet concernant les joints de chaussée pour les gens qui vont travailler, sortir sur terrain, ils vont essayer, ou là, ils vont pratiquer ce genre de choses, ils vont voir les différents joints, comment les placer, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi une chose très importante quand l'ingénieur a souvent, ou la néglige souvent, c'est l'évacuation des eaux de pluie, les tout à l'heure. Donc, sur un ouvrage, lorsqu'il y a beaucoup de pluie, il va y avoir une stagnation d'eau sur cet ouvrage. L'eau, c'est le premier ennemi de notre béton. Donc, il faut faire évacuer ces eaux. Donc, l'évacuation des eaux sur la chaussée d'un pont est nécessaire, aussi bien pour la durabilité de mon ouvrage que pour la sécurité des usagers. Bien sûr, si maintenant on passe sur cet ouvrage ou qu'il y a une flaque d'eau, donc la voiture peut glisser et ça peut provoquer un accident. Donc, les eaux doivent être recueillies soit d'un côté, soit des deux côtés. Ça dépend de la chaussée. Soit nous avons une pente transversale dans le cadre d'une route unidirectionnelle, dans un seul sens, et donc là nous avons une courbe, nous avons une pente transversale d'un seul côté. Soit nous avons une double pente, le cas d'une chaussée bidirectionnelle, c'est-à-dire ta'abbé ou djib, donc on va faire un chapeau pour que les eaux puissent être drainées ou pour qu'il puisse y avoir une pente pour drainer ces eaux. Les eaux, il ne suffit pas de les faire passer, il suffit ensuite de les évacuer. Comment les évacuer? Par des gargouilles d'évacuation qui vont déboucher à l'air libre. S'il s'agit d'un pont oued, ou là elles sont guidées sur un pont route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il est تحت كاين واد. فوق البون نخرج des gargouilles d'évacuation. Les gargouilles, c'est quoi? C'est 30 cm ou 50 cm de PVC. Ça dépend du diamètre. نحفر في les extrémités, on met toutes les 1,50 m ou tous les 2 mètres, on met une gargouille d'évacuation. هذيك la gargouille, elle fait passer les eaux de pluie, يهودوا directement لتحت للواد. Maintenant, s'il y a une route ou là une autoroute, le PVC c'est-à-dire que les eaux de pluie doivent être guidées par un PVC pour ensuite être acheminées à un caniveau. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ici, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, c'est simple. Rien de... Donc, le système d'évacuation des eaux d'un tablier du pont doit comprendre un réseau de recueil et de conduite des eaux de ruissellement. Le système d'évacuation, mais si je fais la pente au niveau de la chaussée, c'est vrai que je dois faire une pente, soit une pente en chapeau, c'est-à-dire un sommet, soit une pente d'un seul côté, un dévers. Mais il faut le système d'évacuation par les gargouilles d'évacuation. Quand il s'agit d'un pont sur oued, les gargouilles يحبسوا عند الطابلية ويهود الماء directement لتحت. Quand il s'agit d'une route ou d'une autoroute لتحت, خاصني يهودوا par des conduites حتى لتحت pour être évacués. Donc les pentes transversales et longitudinales de la chaussée, الأولى, les fils d'eau en bordure des trottoirs زوجة, les drains le long du fil d'eau et les points d'extrémité lorsqu'il s'agit d'une route ou d'une autoroute لتحت, ou les gargouilles bien sûr. C'est bon. Donc voici par exemple au niveau du tablier,
au niveau du tablier fougue. Voici une gargouille d'évacuation. Maintenant, les corniches. Les corniches, j'ai dit tout à l'heure, généralement, j'ai vu que des corniches préfabriquées. Généralement, elles sont préfabriquées. Nous, je dois en usine, au niveau de l'ouvrage. Le rôle principal, il est esthétique. Le rôle principal, il est esthétique. On peut aussi les faire, mais les garde-corps, pour le scellement des garde-corps. Mais le rôle principal, il est esthétique pour que l'ouvrage, mais presque joli, pour que l'ouvrage soit joli et nous avons une bonne, un point de vue esthétique qui est pris en charge. Donc le rôle principal des corniches, c'est l'esthétique. Les corniches permettent de donner une bonne finition pour une bonne vue. C'est ainsi qu'il vaut mieux les préfabriquer. À l'âge, préfabriqué, ça veut dire que la surface elle est bien faite, elle coulée sur place. Les corniches permettent aussi le scellement des garde-corps. Les garde-corps. Donc, voici les corniches, directement, au niveau de l'ouvrage, au niveau de l'ouvrage, on va l'ouvrage, on va les placer, on va placer au four les garde-corps. Il nous reste un dernier équipement, c'est les dalles de transition. Les dalles de transition, comme vous savez, elles sont faites pour atténuer les effets de tassement du remblai à proximité de l'ouvrage. Donc, nous avons un ouvrage, et qu'est-ce que nous avons? Les extrémités de l'ouvrage, nous avons les culées droite, la culée gauche. Mais la culée, nous avons ce qu'on appelle nous avons les chaussées. Donc, avec le remblai d'accès, le remblai d'accès, qui est la chaussée, l'extrémité de la chaussée et l'extrémité de l'ouvrage. Il est un petit peu sensible. Donc, la dalle de transition, elle va permettre de protéger ce remblai d'accès d'abord contre l'infiltration des eaux et elle va permettre, cette dalle de transition, d'atténuer les effets du tassement au niveau du remblai à proximité de l'ouvrage. Comme on a les dalles de transition, avec le remblai, il va essayer de tasser au fur et à mesure du passage des ouvrages. Et on va avoir on va avoir vraiment un véritable problème. Parce que le remblai d'accès, il va tasser, ou l'ouvrage, il ne va pas tasser, parce que l'ouvrage, il est rigide. Par contre, le remblai d'accès, il est souple. C'est pour cela qu'on fait cette dalle de transition qui est inclinée, qui repose d'une part sur le courbeau qui est au niveau de la culée et d'autre part sur le remblai d'accès. D'accord? Donc voici une dalle de transition. Ici, elle repose sur le courbeau de l'ouvrage ou elle repose sur le remblai d'accès. Elle a un prédimensionnement, un calcul, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous proposer dans le chapitre concernant les équipements de pont. Le chapitre, je l'ai déjà transmis. Est-ce que vous l'avez vu, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez vu? Il est sur la plateforme Teams. Vous l'avez téléchargé? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous avez les 4 chapitres. Anna, je vous demande à temps perdu de consulter ces 4 chapitres parce qu'ils vous donnent vraiment beaucoup d'informations sur tout ce qui est ouvrage d'art. Ça concerne et le master géotechnique et le master voie ouvrage d'art. Le master géotechnique, on en a parlé beaucoup sur la partie géotechnique pour les ouvrages d'art, donc c'est vraiment intéressant pour vous. Et les ingénieurs voie ouvrage d'art, ça les concerne parce que on a essayé de classifier, de donner une classification qui est générale concernant les ponts. Vous allez sortir, Inch'Allah, des ingénieurs voie ouvrage d'art. La première des choses, ou la moindre des choses, c'est de connaître une classification d'ouvrage d'art. C'est quoi un ouvrage d'art d'abord? Et quels sont les types d'ouvrages de ponts? Quels sont les types de ponts qui existent de par le monde? Donc, il y en a énormément. On les a tous cités, on a expliqué chacun. Nous avons parlé un petit peu de la réglementation technique dans la conception, dans le calcul et dans la réalisation. Et nous avons terminé avec l'équipement de pont que j'ai jugé nécessaire. Ça reste un module de découverte. Vous avez
C'est son nom qui l'indique. Nous avons découvert beaucoup de choses concernant les ponts. Je sais que vous avez étudié un module de pont où vous avez peut-être fait tout ça, mais j'ai essayé de vous donner plus de détails dans ces 4 chapitres. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, concernant cette matière voie et ouvrage d'art? Non, monsieur. Pas de questions. Très bien. Maintenant, je vais revenir au fameux exposé que je vous ai donné. Donc, je vous ai donné un exposé. Je vous ai demandé de le réaliser en binôme. Je vous ai donné un ultimatum, c'est le 18, Inch'Allah, à minuit. Donc, j'aimerais bien que les étudiants qui ont terminé avant le 18 me le transmettent. D'accord? C'est-à-dire que le 18 à 11 h du soir. D'accord? Je vais être dépassé. Je voudrais, au fur et à mesure, les gens qui ont terminé puissent me transmettre. Je vous demande une seule chose. Le master VOA, master MVOA ou master géotechnique, vous écrivez MGO. Donc, vous écrivez Expo, MVOA, Expo, MGO-technique pour que je puisse faire la différence dès le début. D'accord? Essayez de le faire en binôme. C'est la note de cette matière. Je voulais vous faire un petit examen, mais l'examen doit être en distanciel. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne participent pas au cours. Donc, je suppose qu'ils ne vont pas participer à l'examen. En bas, ils vont avoir un 0. C'est un peu ridicule que dans un module de découverte, des gens puissent avoir des 0. Au contraire, module de découverte, c'est un module qui, en principe, il va vous aider à améliorer vos notes. C'est comme ça que je prends les choses. C'est un module de découverte. C'est un module facile. Vous avez 4 chapitres. C'est beaucoup plus intéressant pour vous. C'est une culture générale. Je vous ai donné un travail qui va vous servir pour votre vie ou là pour votre carrière professionnelle. C'est la première des choses. Quelles sont les données dont j'ai besoin pour commencer une étude d'un ouvrage d'art ou d'un pont? Beaucoup plus d'un pont. Donc, on en a parlé le cours, chapitre 2, je suppose. Donc, c'est quelque chose de simple. Je vous demande d'être un peu plus spécifique, de rentrer un peu plus en détail, de donner des exemples, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé que je vous ai donné? Je pense que l'exposé est vraiment clair. Rien de... Pas de questions, monsieur Slagi, c'est bon pour l'exposé? Oui, monsieur, il n'y a pas de question. D'accord, donc vous transmettez, s'il vous plaît, les délégués, vous transmettez l'information pour les gens qui ne sont pas au courant. Je veux que tous les étudiants sachent que le dernier délai, c'est la date du 18 à minuit. Ça veut dire que les gens qui vont me transmettre après cette date, je ne prends pas en compte directement, je ne télécharge même pas leurs documents, directement, ils ont un 0. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vous dis, s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème, essayez, pour les gens qui ont terminé, bien sûr, de me transmettre l'information bien en avant. Donc, Monsieur Selagi, j'ai reçu votre liste de binôme PFE. Ça, elle est incomplète. ما كانش كامل les étudiants. Monsieur, je l'ai reçu pour le moment. Donc, à ton niveau, essaye de voir. Il y a à peu près une dizaine d'étudiants. D'accord? Vous êtes à peu près, tu m'as donné une liste de 29. Vous êtes 40, vous êtes 37. Donc, il manque 8 ou 9 étudiants. J'aimerais bien que le délégué vous les contacte parce qu'aujourd'hui, actuellement, il y a un CSD, c'est-à-dire un conseil scientifique du département. Moi, j'ai transmis hier soir à 11 h, j'ai transmis la liste des PFE. J'en ai eu à peu près 22 ou 23
thématiques concernant les Wajda, des thématiques très, très intéressantes. Donc, vous avez le choix, chaque binôme a le choix de voir ce qui l'intéresse. Les enseignants ont participé finalement. Donc, j'ai eu 22 ou 23 propositions. Ça, quand je vais faire la répartition, il me faut la liste complète des binômes في VO1. Je ne l'ai pas jusqu'à maintenant. Je n'ai eu que 19 groupes. Donc, c'est 19 groupes. 15 groupes, 15 groupes, il me faut à peu près 19 groupes pour faire les 37 étudiants. Donc, je demande aux délégués, s'il vous plaît, de contacter les étudiants qui n'ont pas encore transmis leur binôme, de vous transmettre une liste pour qu'on puisse finaliser cette procédure. Parce que les étudiants, ils choisissent leur PFE. Donc, la balle est à vous. C'est bon, M. Selhaji? Ouais, d'accord, chef. Il n'y a pas de problème. Donc, M. Selhaji, on se revoit à 13h pour une réunion de l'équipe pédagogique concernant les M2VO, la dernière, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous souhaite énormément de réussite, Inch'Allah. Et je reste toujours à votre attention, je reste toujours à votre disposition. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez me contacter par mail pour la moindre question concernant les chemins de fer, concernant le voyage d'art et concernant l'exposé ou les PFE, où là je suis toujours à votre disposition. Je m'adresse au master géotechnique et je m'adresse au master VO. Donc je vous dis encore une fois merci, bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, Merci, monsieur. Merci.